Madame, vous êtes directrice de recherche à l'Institut Curie et je dois avouer que j'ai été assez époustouflé par la conférence que l'on peut visionner sur YouTube. On parlait tout à l'heure des nouvelles technologies. Une conférence qui est intitulée « Le debate » ou « l'art de la guerre ». Et vous nous expliquez en 1h40 le cœur de vos recherches sur une molécule qui agit comme un leurre sur les cellules cancéreuses, les trompes et les pousse au suicide sans modifier le comportement des autres cellules. C'est une découverte remarquable et nous allons nous entendre sur la question progrès scientifique, chance ou péril. Le docteur Marie Dupré. Donc je dois vous parler dans la vision qui peut être la mienne d'un chercheur. Je suis donc directeur de recherche, biologiste généticienne, de qu'est-ce que nous pensons qu'est le progrès scientifique. Et cette question qui était annexe et qui était est-ce que nous allons le définir comme une chance ou comme un péril? Et tout de suite, je vais vous donner le goût de mon propos. Je pense que c'est un espoir immense, car c'est sans cet espoir et sans cet moteur, nous stagnerions définitivement. Mais c'est devoir, et ça c'est absolument pour moi essentiel, ça doit être aussi une crainte raisonnée, une crainte raisonnable, car il faut savoir qu'effectivement le progrès peut toujours amener, quel que soit son avantage immédiat, un effet secondaire et un emploi qui, lui, n'est pas toujours prédictible et qu'il va falloir contrôler. Donc il va falloir continuellement assurer la progression de la découverte, la progression des technologies, mais aussi leur encadrement. Et cette crainte ne peut pas être dissociée de cet espoir. Donc je vais utiliser deux exemples assez bateaux, mais j'espère qu'ils pourront vous aider. C'est la maîtrise qu'a acquis l'homme du nucléaire, puisque c'est aussi une de mes spécialités, et la maîtrise de la procréation. Ce sont deux états différents, mais à travers eux, je pense que je vous montrerai ce qu'on peut espérer et ce qu'on peut craindre. Et je vous laisserai débattre sur qu'est-ce qu'il faut faire. En ce qui concerne, d'abord, pour commencer, comme tout bon scientifique, j'aimerais discuter avec vous, définir qu'est-ce que c'est qu'un progrès. Parce que nous en discutons depuis ce matin, mais si vous cherchez que veut dire progrès, progrès ça veut dire amélioration, ça veut dire progression, ça veut dire mouvement vers quelque chose de meilleur. Et vous pouvez tout de suite sentir dans le mot meilleur, pour un scientifique, c'est un mot à rayer. C'est un mot totalement subjectif que j'aurai beaucoup de mal à définir et qui ne sera pas le même pour mon voisin, pour un groupe, pour l'ensemble, pour l'humanité. Donc ici, vous avez plutôt tendance à vous orienter vers un progrès humanitaire pour toute l'humanité. Mais il faut penser, ramener toujours le raisonnement au fait qu'un progrès immédiat et pour un sous-groupe et une sous-population peut présenter, être rediscuté en termes de progrès pour une autre population, pour l'ensemble de l'humanité. On va avoir un progrès quantitatif, facile à mesurer. Depuis que l'homme s'est érigé en Homo erectus, il accumule de la connaissance, il est capable de calculer plus vite, il est capable de voir beaucoup plus haut, il est capable de voir beaucoup plus petit. La vie a reculé, je ne sais plus qui y faisait allusion, donc la longueur de vie a reculé. Mais justement sur cet exemple, que serait l'agrandissement, la longévité, le grandissement de la longévité si on n'y avait pas associé un progrès qualitatif? C'est-à-dire que nous voulons bien vivre plus longtemps, mais nous voulons vivre mieux, en meilleure forme, avec des conditions matérielles meilleures. Et ces deux sont indissociables. Moi, scientifique, je sais mesurer le progrès quantitatif. En ce qui concerne le progrès qualitatif, c'est la société qui pourra m'aider à le juger. Et à ce moment-là, on devra effectivement envisager des débats et discuter quel est le mieux, le meilleur, qu'est-ce qui est progrès pour la société par rapport à ce qui est une progression générale. Donc je commencerai simplement sur mon exemple de la difficulté qu'on a à définir qu'est-ce qui est un progrès et à anticiper les mauvais usages et ce qui peut faire peur dans un progrès sur le nucléaire, que tous vous savez, et entre autres, je commencerai avec le discours de Pierre Curie.
lorsqu'il a reçu son prix Nobel. Il commençait par ces mots: « On peut concevoir encore que dans les mains criminelles, le radium puisse devenir très dangereux. Et ici, on peut se demander si l'humanité a avantage à connaître les secrets de la nature, si elle est mûre pour en profiter, ou si cette connaissance ne lui sera pas nuisible. » On était en 1905. Il continuait en faisant un rappel à Nobel et à sa découverte, et il terminait son discours en disant « Je suis de ceux qui pensent, avec Nobel, que l'humanité tirera plus de bien que de mal des découvertes nouvelles. » Il avait prédit l'utilisation que tout le monde connaît, qui sera faite de sa découverte lors de la Deuxième Guerre mondiale, et il l'avait anticipé, et il faisait aussi une profession de foi en disant « cela apportera plus de bien que de mal ». Si je mets à côté l'utilisation pour la guerre étant comme but final la destruction de l'autre, on peut parler de progrès. Mais maintenant, si on revient même à l'utilisation du nucléaire, la maîtrise de l'énergie nucléaire, elle est toujours un sujet de polémique, hors de l'utilisation militaire, dans la vie civile. Car si tous vous avez recours aux découvertes du radium et aux rayons pour avoir des radiographies, pour découvrir, pour détecter les maladies, combien de handicaps ont été évités grâce à ces techniques, combien de maladies sont guéries grâce à ces techniques, en revanche, personne ne discutera donc du bénéfice de cette découverte. Tous nous l'utilisons, c'est même rentré tellement dans la vie courante que je suis sûre que quand je vous parlerai du nucléaire, tous vous oublierez de me citer les avantages qui sont dans toute notre vie. Le fait que nous allons tous faire une radio un jour ou l'autre, mesdames, vous faites des mammographies à partir d'un certain âge. Mais c'est notre vie courante, ce n'est même plus un progrès. En revanche, il y a un progrès qui fait vraiment verser de l'encre, qui est l'utilisation de l'énergie nucléaire pour fabriquer de l'énergie, donc les centrales nucléaires, et l'hypothèque. Pourquoi? C'est un sujet de discussion, parce que c'est une hypothèque sur l'avenir. Il est là, c'est quelque chose que ne pouvait pas prédire. Pierre Curie n'avait pas anticipé la pollution nucléaire. Il ne pouvait pas. Le scientifique ne peut pas anticiper tous les problèmes. Sans aucun mauvais, lui, il anticipait le mauvais, celui qui allait utiliser sa découverte à mauvais escient, volontairement. Mais il y a très souvent des utilisations qui ne sont pas à la base de mauvaises utilisations, mais qui vont s'avérer au cours de leur utilisation comme étant néfastes. Et je demande, c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir une peur raisonnée, c'est qu'il faut être toujours en éveil. La peur vous tient éveillé, il faut toujours être vigilant et surveiller et analyser les conséquences de ce qu'on est en train de faire et de la façon dont on utilise ces progrès scientifiques, technologiques, qui nous facilitent la vie, mais qui peuvent aussi avoir des répercussions extrêmement dangereuses. Et ce sera mon deuxième propos sur la procréation artificielle, où je vais redévelopper cette thématique, cette fois-ci. Vous savez tous que nous avons, dans les laboratoires, pour faire face à un désir très compréhensible et raisonnable de parents d'avoir des enfants alors qu'il existait un problème de stérilité dans leur couple, développé dans les années 87 des outils qui nous ont permis de provoquer le début de la vie dans des éprouvettes sous un microscope. On met en contact un spermatozoïde et une ovule qui vont ensemble commencer le cycle de la vie. Jusqu'ici, le premier bébé éprouvette d'Amandine vient d'être mère il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, et ceci n'a pas soulevé énormément de problèmes éthiques à ce moment-là. Cependant, à partir du moment où vous faites cela, vous avez accès au début de la vie. En parallèle de ces découvertes scientifiques, je vous rappelle que ces découvertes scientifiques qui ont commencé ont été à une vitesse extrême. Au début, on a mis un spermatozoïde avec un ovule pour faire un bébé. Ensuite, on a pris les spermatozoïdes qui avaient une enveloppe complètement défaillante, on les a, ce qu'on appelle décorionnés, on a enlevé l'enveloppe, on a pris la partie importante du spermatozoïde, on l'a rentré avec une pipette à l'intérieur de l'ovule. Et la phase suivante, si la
société ne l'avait pas arrêté, c'était d'enlever le noyau de l'ovule, de mettre le noyau d'une cellule adulte, ça s'appelle un clone. Nous savons cloner l'homme, nous pourrions cloner l'homme. La société nous a dit, arrêtez vos expériences. Elle a raison, elle a peur des conséquences de ce que nous risquons de faire. Mais elle a laissé passer d'autres choses qui sont peut-être aussi pernicieuses. Parce qu'en même temps que nous avons réussi à faire ces débuts de la vie dans nos éprouvettes, nous avons découvert que nous pouvons retirer une des cellules de ce petit embryon qui commence à se diviser et l'analyser, cette cellule, pour regarder génétiquement quels sont les différents caractères. La première idée était de rechercher des maladies pour les familles où il y avait une maladie génétique extrêmement lourde. Mais dans le mouvement, rien ne nous empêche d'aller regarder le sexe, regarder la couleur des yeux, les cheveux, d'autres petites maladies qui finalement ne sont peut-être pas très importantes, mais que les parents n'ont pas envie de voir apparaître chez leurs enfants. Et donc, à partir du moment où nous avons ces informations, à partir du moment où nous avons ces petits embryons, nous sommes obligés d'en faire beaucoup parce que les chances de réussite sont faibles, donc en général, on se retrouve avec un excès. On ne peut pas tous les remettre chez la mère. La tentation est forte de choisir, de prendre celui qui convient à la carte, à l'idée, à la projection que les parents vont avoir de l'enfant idéal qu'ils veulent. Donc, on va sélectionner. Je vous signale que c'est autorisé dans certains pays. On va sélectionner le sexe, la couleur des cheveux, je ne sais pas quoi, les yeux, et puis peut-être le gène qui a tendance à être associé avec l'autisme ou d'autres choses. Donc on va pouvoir sélectionner à la carte son enfant. Ça, tout le monde me dira, j'ai peur, c'est pas bien, et ça soulève en général un certain rejet de l'ensemble de la population. Mais quand vous discutez avec la population, vous apercevez que ce rejet est un rejet parce qu'ils ont peur qu'on interfère dans l'humanité, qu'on change l'avenir génétique de l'homme. Je peux vous rassurer, il n'y a aucun risque. Ça n'aura aucun effet sur la valeur génétique de l'homme et son information génétique, sur son évolution génétique. Mais ce qu'on oublie très souvent de penser, c'est l'influence que cela va avoir sur la perception qu'on a de l'homme. Parce que maintenant, votre fils, vous l'avez choisi en fonction de critères, donc susceptibles de mode. Vous avez éliminé telle maladie qui, à l'époque où vous avez fait ce choix, était plutôt une maladie grave. Mais on sait peut-être la soigner maintenant. En revanche, vous avez privilégié, je ne sais pas, les yeux bleus de la grand-mère et vous êtes fâché avec la grand-mère. Maintenant, puisque vous avez eu le droit de choisir votre enfant, qu'est-ce qui va vous empêcher d'avoir envie de le changer, d'avoir envie de le rejeter? Puisque votre enfant est devenu un objet qu'on achète sur catalogue. Il a la même valeur que tout produit qu'on peut choisir et qu'on achète sur catalogue. Et vous avez perdu cette... l'enfant a perdu, l'homme a perdu ce qui faisait sa nature et son inchangeabilité, son éternité, pour devenir un produit manufacturé qu'on choisit et qu'on jette. Et là, à mon avis, il existe un vrai péril sur lequel, effectivement, il y a une réflexion à faire. Ce n'est pas le biologiste, ce n'est pas la généticienne qui va vous le donner. Nous, on continue à vous fournir des outils. Et là, je serais peut-être en opposition avec Edgar Morin, ils sont irréversibles. La connaissance, elle est quasiment irréversible. Une fois qu'on a relargué une partie de la connaissance, il est très difficile de l'arrêter et de l'éteindre. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à mettre en place des moyens de réflexion, des moyens sociétaux, des cadres, en disant tous les progrès scientifiques doivent être surveillés, sous surveillance, et doivent être encadrés. Et la société a le droit de décider que tel développement scientifique ne peut pas être continué dans tel cadre, doit être arrêté, comme dans le cas du clonage. On a empêché les scientifiques, on a dit aux scientifiques, vous arrêtez. Vous n'essayez plus de développer le clonage humain, ça n'est pas quelque chose qu'il faut continuer à faire. Et c'est effectivement ce qui s'est passé dans le monde entier. Ça a été une décision mondiale dans ce cas-là, il y en a peu. Mais pour tout le reste, de la même façon, pour toutes les avancées scientifiques, je demande à ce qu'on ait une crainte raisonnée pour pouvoir, de façon permanente, surveiller
les utilisations qu'on fait de nos découvertes et pouvoir anticiper, raisonner sur les conséquences de celles-ci. Et je terminerai juste avec une petite remarque pour dire qu'il est un peu dommage qu'on dépense dans nos sociétés beaucoup plus d'énergie et de financement pour la découverte scientifique et sa mise en œuvre technologique et beaucoup moins sur les outils qui nous permettraient d'anticiper les effets de nos découvertes et de comprendre mieux les conséquences sur notre environnement et sur notre humanité. Bonjour. Que pensez-vous de la recherche, ce que j'appelle moi la recherche business? C'est-à-dire toutes les recherches, c'est-à-dire par exemple pour le médicament, on fait des recherches que quand il y a une pathologie qui touche un assez grand nombre d'individus, c'est-à-dire ce que j'appelle la rentabilité. Il y a aussi l'autre recherche, c'est-à-dire la recherche dans le monde industriel. Tout ce qui ne donne pas de brevets et de rentabilité, on ne les finance pas. Alors, c'est une excellente question. Donc, en ce qui concerne la recherche sur les maladies rares, on commence au niveau de la communauté européenne. Donc là, c'est vraiment le politique et la société. Et ça, effectivement, est en train d'essayer de changer le curseur en stimulant et en donnant énormément, parce que les règles qui ont été établies pour développer des médicaments pour des maladies courantes à fort impact et avec des grosses sociétés pharmaceutiques derrière, étaient actuellement appliquées pour les maladies rares. Et quand on vous demande de traiter, par exemple, de tester votre médicament sur au minimum 3000 patients, quand il y en a 300 dans le monde, vous voyez bien qu'on ne pourra jamais traiter ces patients-là. Donc, il y a eu une réflexion et il y a non seulement une modification des règles pour les maladies rares, mais également une incitation très forte. Donc c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place au niveau de l'Europe et qui, j'espère, se développera aussi aux États-Unis et dans les pays qui financent actuellement ce type de recherche. En ce qui concerne la deuxième question, qui était les brevets. Alors les brevets, c'est le problème, effectivement, c'est une grande polémique. Vous savez, il y a eu toute une question sur, je citais Pierre Curie. Les Curie ont refusé de breveter l'utilisation du radium. Et il y a toute une discussion qui a été établie pour savoir est-ce qu'en établissant un brevet, ils auraient pu garder le contrôle de l'utilisation de leur découverte. C'est quelque chose qu'on ne sait pas, c'est très complexe parce que dans leur cas, c'est des gouvernements et l'armée qui ont utilisé, et même un brevet ne tient pas face à ces puissances-là. Dans notre monde moderne, pour revenir aux médicaments, effectivement, si on ne fait pas un brevet sur un médicament, il ne sera pas développé. Moi, en tant que chercheur, je peux vous donner une expérience personnelle. J'ai fait une découverte dans les laboratoires de l'État. Lorsque j'ai voulu, ne serait-ce que le tester sur les malades, c'est-à-dire produire dans les conditions obligatoires suffisamment de médicaments pour le tester sur les malades, cela n'a été possible qu'en faisant un brevet et en cherchant des financements là où on déteste les trouver dans le capital risque. Donc on est actuellement dans un système qui nous contraint, même en petit indépendant chercheur dans notre laboratoire, de passer par là. Il n'empêche pas qu'on développe des médicaments, mais effectivement il doit être corrigé toutes les situations où le médicament n'intéressera pas l'industriel ni les capitalistes parce qu'on ne pourra pas faire beaucoup d'argent dessus. Question là-bas. Merci madame. En matière de découverte et de progrès scientifique, peut-on définir des limites, des frontières, et qui peut le faire, sachant que les limites d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui, ni celles de demain? Merci. Alors je pense que c'est ce que je voulais illustrer dans l'exemple de Curie, qui n'aurait jamais prévu la pollution nucléaire. C'est qu'il est très difficile pour l'inventeur de définir tous les usages qui seront faits de sa découverte
et toutes les conséquences de ces usages. Donc le chercheur doit être vigilant quand la chose est évidente et immédiate, mais toute la société doit aussi, et c'est ce que j'entendais par crainte raisonnée, c'est qu'il doit y avoir un contrôle permanent. Il faut cesser de penser que le progrès ne peut qu'être... Moi, je crois en le progrès, mais je pense que tout doit être encadré et qu'on ne peut pas, et seule la société pourra répondre. Car ce que je considère bon, par exemple, je suis un pro-nucléaire. Je considère que les centrales nucléaires ont permis à la France de se dégager des contraintes des énergies fossiles et de moins contribuer au trou d'ozone. C'est clair. Mais c'est ma position. Mon voisin est un anti-nucléaire. Il considère que la pollution que l'on va laisser va hypothéquer l'avenir de toutes les générations qui viennent et, en conséquence, est bien plus grave que le confort immédiat et le putatif trou d'ozone. Donc là, on est dans une discussion de société sur qu'est-ce qui est bien. Et c'est ce que je disais, c'est que dans le progrès, il y a cette notion d'amélioration. Et c'est une valeur subjective qu'il va falloir discuter. Ça n'est pas une personne qui pourra trancher, mais c'est bien un groupe, un réseau. Peut-être avons-nous besoin de mon voisin pour créer la discussion et le débat. Parce que, en fait, on a un peu besoin de la vision globale. C'est de l'ensemble de la population qu'on veut traiter. Et là, c'est un choix de mode de vie qui dépasse de loin la découverte. Une dernière question. Ce n'est pas une question, mais plutôt une réaction par rapport à ce que vous avez dit, madame. On s'est interrogé toute cette journée sur les conséquences du progrès, sur le progrès, peut-être moins sur les facteurs, ce qui fait qu'il y a des progrès. Et puisque vous avez parlé de Pierre Curie, je voulais réagir en me rappelant de ce que Marie Curie, qui était pendant la Première Guerre mondiale, ambulancière, dans les services infirmiers, et elle a écrit quelque part, elle s'étonnait, c'est affreux, c'est bouleversant, de dire combien la guerre de 14-18, avec les gaz, avec tout ce qui s'est passé, les mitraillages, les bombes, combien la guerre avait été un facteur de progrès pour mieux soigner l'homme. Détruire l'homme pour mieux le soigner. Voilà, c'est simplement une réaction qui m'avait bouleversé dans ce qui pouvait conduire à un monde meilleur. Je ne sais pas si je peux faire un commentaire là-dessus, si ce n'est que, effectivement, l'ensemble il y a une erreur d'évaluation, à mon avis, de la part de Marie Curie, si je peux me rectifier, qui avait créé les petites curies, donc qui étaient ces camions qui allaient sur le front avec des petits appareils de radiographie pour aider à soigner les poilus qui avaient reçu des balles et qui jusqu'ici on charcutait pour essayer de trouver où était l'éclat d'obus, etc. Et donc ça a été un progrès énorme de santé. Mais ce progrès, il existait avant. Ce qui a été rajouté, c'est la technologie, c'est ce qui a suivi. Les guerres ne sont pas des facteurs de progrès, je n'y crois pas. Ce sont simplement des moments où on accélère l'utilisation, où on intensifie un effort sur des instruments. Mais si l'invention n'avait pas existé avant, la guerre n'aurait absolument pas permis qu'elle apparaisse. Merci.